Je n'ai jamais cru au coup de foudre. Jusqu'à ce moment-là, dans la salle de réunion. Elle est entrée, brillante, déterminée, rayonnante de confiance. Alors que tout le monde la voyait comme cette PDG improbable qui avait transformé une start-up en faillite en un empire de plusieurs milliards, moi, je voyais la femme qui allait changer ma vie à jamais. Je me souviens d'avoir vérifié ma montre Patek Philippe, une habitude prise après mon premier milliard. Un rappel de la valeur du temps. La longue table en acajou s'étendait devant moi, entourée des visages habituels, des cadres ambitieux, des investisseurs impatients, tous taillés dans le même moule. Nous étions là pour discuter d'une acquisition potentielle, juste un mardi de plus dans mon monde de transactions à haut enjeu. Voyez-vous, je suis Alexander Hayes. À 35 ans, j'ai bâti ma fortune en investissant dans la tech, transformant la modeste société de négoce de mon grand-père en un géant mondial de l'investissement. Les médias adorent me surnommer le roi de la Silicon Valley, mais ces titres n'ont que peu d'importance quand on est assis seul dans un penthouse surplombant la ville. Le succès était ma zone de confort, mon bouclier. Je pensais tout maîtriser. Les investissements parfaits, les bonnes connexions, les risques calculés. Ce matin-là, mon assistant avait déposé un dossier sur Innovatech Solutions sur mon bureau. Une start-up prometteuse, avait-il dit, mais la PDG est différente. J'y avais à peine jeté un œil. Après tout, j'avais vu défiler des milliers de projets, la plupart vite oubliés. Quelle erreur! Dès qu'elle est entrée dans cette salle de réunion, l'air a changé. Sarah Marshall, la femme qui avait lancé son entreprise dans un garage et refusé toutes les offres de rachat pendant 5 ans. Sa présence imposait le respect, non pas parce qu'elle le cherchait, mais parce que l'authenticité a le don d'éclipser les apparences. Elle portait la confiance comme moi mes costumes sur mesure, sauf que la sienne ne s'achetait pas. Elle se gagnait, à force d'être sous-estimée, ignorée et d'avancer malgré tout. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un chignon élégant, et ses yeux brillaient d'une intelligence perçante qui donnait à chacun l'impression d'avoir du retard à rattraper. J'ai passé des années à apprendre à lire les gens, à déceler les failles, à trouver des leviers d'influence. Mais pour la première fois, j'étais sans voix. Pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût indéniablement, mais parce qu'en sa présence, toutes mes certitudes semblaient en soudain fragiles. Restez avec moi, et je vous raconterai comment une seule rencontre a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, le succès et la remise en question des normes sociales. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. C'est un parcours qui m'a obligé à affronter mes propres préjugés, à questionner le monde tel que je le percevais, et à découvrir que parfois, le plus grand investissement à faire est celui d'ouvrir son cœur à des possibilités inimaginables. Peut-être regardez-vous ceci par curiosité. Peut-être avez-vous déjà fait face aux mêmes jugements, aux mêmes obstacles. Ou peut-être vous demandez-vous simplement comment un simple hasard peut tout bouleverser. Peu importe ce qui vous a amené ici, je vous fais une promesse. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certains risques valent la peine d'être pris, même quand le monde vous dit de jouer la sécurité. Je me souviens encore du moment exact où elle a commencé sa présentation. La plupart des PDG essaient de m'impressionner avec des graphiques sophistiqués et des projections gonflées. Pas Sarah. Elle a commencé par une histoire, celle de sa grand-mère, une femme de ménage qui lui avait appris que la dignité ne réside pas dans un titre, mais dans le courage de rester debout quand le monde veut vous voir plier. Monsieur Hayes, dit-elle d'une voix calme mais assurée qui força tout le monde à tendre l'oreille. Je ne suis pas ici pour vous vendre une entreprise. Je suis ici pour vous offrir l'opportunité de participer à une révolution. Le coin de sa bouche se releva légèrement, consciente du cliché, mais ses yeux accrochèrent les miens avec une intensité qui montrait qu'elle croyait chaque mot qu'elle prononçait. Je me suis légèrement redressé dans mon fauteuil en cuir italien, soudain conscient que mon script habituel, celui où je pose des questions conçues pour déstabiliser les fondateurs, était inutile. Tandis qu'elle nous exposait le parcours d'Innovatech, je me surpris à être captivé, non seulement par ses idées, mais par sa manière d'affronter les objections de mon conseil.
Chaque défi fut accueilli avec un mélange de grâce et de détermination que je n'avais jamais vu auparavant. Vos prévisions de croissance semblent ambitieuses, lança Harrison, mon directeur financier, d'un ton condescendant qu'il réserve aux start-up qu'il s'apprête à démolir. Sarah ne s'y a pas. Au lieu de cela, elle projeta une série d'études de cas, des histoires réelles de petites entreprises ayant bénéficié de sa technologie, des entrepreneurs souvent laissés de côté par la révolution numérique. La passion dans sa voix lorsqu'elle parlait d'impact plutôt que de marge bénéficiaire. Cela donnait à mes propres milliards un goût amer. Je me surpris à observer ses mains tandis qu'elle parlait. Pas de bague, remarquai-je, avant de me demander pourquoi cela m'importait. Ses ongles étaient courts mais soignés, pratiques mais élégants, à l'image de tout chez elle. Lorsqu'elle rit face à la tentative maladroite d'un membre du conseil de remettre en question ses données, ce fut un rire sincère, confiant, presque mélodieux. Et à cet instant, je réalisais combien il était rare d'entendre un vrai rire dans cette salle. La réunion dépassa de 30 minutes, mais personne ne chercha à partir. Sarah avait accompli l'impossible. Elle avait fait croire à une salle pleine de millionnaires blasés qu'il existait quelque chose de plus grand que les profits. Lorsqu'elle rassembla ses documents, je me surpris à chercher un prétexte pour rester. Quand tout le monde eut quitté la pièce, je l'approchai, essayant d'adopter un ton détendu. « Madame Marshall », commençai-je, avant de me corriger. « Sarah, seriez-vous intéressée par un dîner pour poursuivre cette discussion ?» Les mots sortirent avant que je ne puisse les analyser. Une impulsivité inhabituelle chez moi. Elle leva les yeux de sa tablette, et je vis une lueur de surprise traverser son regard, vite remplacée par une réserve plus mesurée. « Monsieur Hayes », répondit-elle, d'un ton professionnel mais teinté d'une chaleur qui fit battre mon cœur un peu plus vite. « J'ai pour principe de ne pas mélanger affaires et plaisirs. » Son regard resta ancré au mien, et j'eus le sentiment d'être évalué selon des critères invisibles. « Mais, » ajouta-t-elle en attrapant son manteau, « je serais ravi de programmer une réunion de suivi pour discuter plus en détail du potentiel d'Innovatech. » Alors que je la regardais s'éloigner, je réalisais deux choses. D'abord, je venais d'être poliment mais fermement remis à ma place. Et ensuite, je n'avais pas été aussi intrigué par quelqu'un depuis des années. La façon dont elle se tenait, occupait son espace et inspirait le respect sans jamais l'exiger. C'était quelque chose que je n'avais encore jamais rencontré dans mon monde de richesses héritées et d'influences achetées. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un voyage qui allait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur le pouvoir, le privilège et la véritable signification du succès. Je ne dormis pas cette nuit-là. Au lieu de cela, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Des recherches qui n'avaient rien à voir avec les cours de la bourse ou les tendances du marché. Je voulais connaître l'histoire de Sarah, non pas à travers des communiqués de presse bien polis, mais à travers son véritable parcours. Ce que je découvris m'humilia d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Sarah Marshall a grandi dans le South Side de Chicago, élevée par une mère célibataire qui enchaînait 3 emplois pour les maintenir à flot. Pendant que je fréquentais des écoles privées à Manhattan, elle se réveillait à 5 heures du matin pour aider sa mère à nettoyer des bureaux avant d'aller à l'école publique. Mais ce qui me frappa le plus, c'est qu'à chaque interview, elle parlait de ces matins-là avec fierté, jamais avec honte. Ces premières heures de la journée m'ont appris que le succès ne dépend pas d'où l'on commence, avait-elle un jour déclaré, mais de la volonté qu'on a de continuer à avancer. À 16 ans, elle codait déjà, s'enseignant elle-même à travers des livres empruntés et des ordinateurs de bibliothèque gratuits. Tandis que ses camarades allaient aux fêtes, elle créait des sites web pour des entreprises locales, facturant juste assez pour aider aux dépenses de la maison. Son premier vrai coup de chance arriva lorsqu'elle remporta un concours technologique à l'échelle de l'État. Elle était la seule fille noire en finale. La récompense ? Une bourse pour le MIT. Mais le MIT n'a pas été le conte de fées que l'on pourrait imaginer. Être la seule femme noire dans la plupart de mes classes n'était pas seulement solitaire, avait-elle dit dans un discours de remise des diplômes qui n'avait guère attiré l'attention des médias. C'était un apprentissage accéléré de la persévérance.
Chaque sourcil levé, chaque ton surpris quand j'excellais à un examen, chaque compliment à peine voilé sur le fait que j'étais éloquente, tout cela est devenu des briques dans les fondations que je construisais. Innovatech a vu le jour dans la chambre d'amis de son appartement, grâce à des économies accumulées en 3 ans de travail dans des entreprises où ses collègues masculins blancs étaient systématiquement promus à sa place. Les premières lettres de refus des investisseurs étaient presque comiques tant elles étaient transparentes. Nous adorons votre idée, mais vous ne correspondez pas à notre profil type de fondateur. Traduction. Trop noire, trop femme, trop différente. Mais Sarah a fait quelque chose d'extraordinaire avec ses refus. Elle les a transformés en carburant. Plutôt que de courir après des investisseurs traditionnels, elle a construit une communauté. Elle s'est concentrée sur le développement de technologies permettant aux petites entreprises appartenant à des minorités de s'imposer dans l'ère numérique. Ses premiers clients étaient des salons de beauté dans des quartiers historiquement noirs, puis des restaurants familiaux en difficulté face aux plateformes de livraison. Ce qui m'a frappé le plus, c'est de réaliser qu'alors que je gagnais des millions en faisant circuler de l'argent sur les marchés, elle changeait littéralement des vies. Chaque entreprise qu'elle aidait signifiait des familles qui pouvaient garder leur maison, envoyer leurs enfants à l'université, construire une richesse réelle pour la première fois en plusieurs générations. Plus j'apprenais son parcours, plus je comprenais pourquoi elle dégageait une telle confiance silencieuse dans cette salle de réunion. Elle n'était pas juste une autre PDG. Elle était une révolution en talons, brisant des barrières non seulement pour elle-même, mais pour toute une communauté que le monde de la tech avait ignorée. Et moi, un milliardaire ayant hérité de son premier million, je me sentais soudainement plus petit face à l'ampleur de son succès mérité. Pour la première fois de ma vie, j'avais envie d'en savoir plus sur quelqu'un, non pas pour ce qu'il pouvait apporter à mon portefeuille, mais pour ce qu'il était. Sarah Marshall ne se contentait pas de déjouer les pronostics. Elle réécrivait toute l'histoire. L'ironie ne m'échappait pas. Moi, qui me vantais de repérer le potentiel dans les entreprises sous-évaluées, j'avais failli passer à côté de la chose la plus précieuse de toutes. Une femme dont la valeur ne pouvait être mesurée en capitalisation boursière ou en bénéfices trimestriels. Après avoir découvert l'histoire de Sarah, je ne pouvais pas l'aborder comme une simple opportunité d'acquisition. Notre prochain rendez-vous était prévu pour jeudi, dans ses bureaux, pas dans mon gratte-ciel du centre-ville, mais dans un entrepôt rénové d'un quartier en pleine transformation. Le contraste était frappant. Tandis que mon bureau respirait l'argent ancien et la tradition, le sien débordait de vie et d'innovation. J'arrivais 10 minutes en avance, pour la trouver dans la salle de repos, riant avec son équipe autour d'un café torréfié par une entreprise locale appartenant à des entrepreneurs noirs. Elle me remarqua et, sans manquer un battement, déclara « Monsieur Hayes, bienvenue là où le vrai travail se fait. » Il n'y avait ni sarcasme ni jugement dans sa voix, juste un subtil rappel que nos mondes fonctionnaient différemment. Au fil des semaines, nos réunions devinrent plus fréquentes. Chaque fois, je me surprenais à partager plus que de simples stratégies commerciales. Je lui parlais du décès de ma mère quand j'avais 12 ans, du poids des attentes de mon grand-père qui m'étouffait comme une veste parfaitement ajustée. Elle écoutait avec la patience d'un thérapeute, mais me défiait avec l'esprit acéré d'une rivale. « Tu sais, Alexander, » me dit-elle un soir alors que nous analysions des propositions de partenariat, « avoir du privilège ne rend pas tes épreuves moins réelles. Ça signifie juste que tu as plus de ressources pour les surmonter. » La manière dont elle prononça mon prénom entier le transforma en quelque chose de totalement différent. Personne ne m'appelait Alexander depuis des années. C'était toujours Alex, Monsieur Hayes, ou juste Hayes. Je commençais à trouver des excuses pour prolonger nos réunions. Une question sur l'expansion du marché se transformait en une conversation de 2 heures sur sa vision d'une technologie plus éthique. J'appris à lui apporter son thé préféré, du thé violet du Kenya, importé en petite quantité par une coopérative de femmes. Elle le remarquait, mais ne disait rien, se contentant de me sourire d'une manière qui me donnait à la fois l'impression d'être vue et d'être complètement mise à nu. Mais Sarah n'était pas du genre à être impressionnée par des gestes grandioses ou des démonstrations de richesse. Quand je lui proposais de l'emmener à une conférence dans mon jet privé,
Elle refusa en disant « Je voyage en classe économique. Ça me garde ancré, littéralement et figurativement. » Au lieu d'être frustré, je me sentis encore plus intrigué. Le tournant vint lors d'une séance de travail tardive. Nous discutions de la manière d'étendre son approche axée sur la communauté sans en perdre l'âme. « Tu sais quel est ton problème ?» dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur. « Tu vois des chiffres là où moi je vois des gens. » Puis elle planta son regard dans le mien, comme si elle pouvait percer à jour chaque mur que j'avais construit. « Mais je crois que tu commences à voir les choses différemment maintenant. » Elle avait raison. Grâce à elle, je voyais tout autrement. Le monde des affaires remarqua notre collaboration grandissante. Les spéculations allaient et bon train. Était-ce une prise de contrôle hostile? Une fusion stratégique? Personne n'imaginait la vérité. Que moi, le soi-disant roi de la Silicon Valley, étais en train, lentement mais irrévocablement, de tomber amoureux d'une femme qui remettait en question tout ce que je pensais savoir sur la réussite, le pouvoir et l'amour. Les titres commencèrent modestement, avant de se répandre comme une traînée de poudre. Le nouveau centre d'intérêt du titan de la tech. Plus qu'un simple business, les photos étaient partout. Sarah et moi quittant des réunions, partageant des déjeuners de travail, plongés dans des conversations lors d'événements du secteur. Les commentaires étaient exactement ce qu'on pouvait attendre. Un mélange à peine voilé de racisme et de classisme déguisé en analyse économique. Le groupe Ace Investment baisse-t-il ses standards? Interrogeait un article avec audace. L'implication était évidente, et cela me mit hors de moi. Les mêmes publications qui avaient encensé le génie entrepreneurial de Sarah quelques mois plus tôt la réduisaient maintenant à des stéréotypes et des spéculations. Le pire, je savais qu'elle avait affronté ce genre de jugement toute sa carrière, alors que pour moi, c'était la première fois. Ma famille ne valait pas mieux. Lors de notre dîner familial mensuel, mon grand-père, toujours président honoraire du conseil, m'entraîna à l'écart. « Alexander !» dit-il en faisant tournoyer son scotch dans son verre. « Je comprends l'intérêt de diversifier notre portefeuille, mais il y a des moyens plus appropriés. » La façon dont il appuya sur « approprié » me donna envie de lui jeter mon propre verre au visage. À la place, je répondis simplement « Sarah Marshall n'est pas une initiative de diversité, grand-père. Elle est l'avenir. » Mais les vrais défis vinrent d'endroits inattendus. Lors d'un gala de charité, la femme d'un membre du conseil s'approcha de Sarah avec ce qu'elle pensait sans doute être un compliment. « Vous vous exprimez si bien, et vos réussites professionnelles sont justes, inspirantes. Vous brisez vraiment les stéréotypes. » Je regardais Sarah gérer cela avec la même grâce qu'elle apportait à tout. Mais plus tard dans la soirée, dans un rare moment de vulnérabilité, elle me confia combien il était épuisant d'être sans cesse l'exception à la règle de quelqu'un. L'attention médiatique s'intensifia lorsque nous fûmes aperçus dînant dans un petit restaurant éthiopien. Son choix, pas le mien. Le lendemain, chaque publication économique y alla de son analyse. La moitié saluait une alliance stratégique intelligente. L'autre moitié mettait en garde contre les risques de mélanger affaires et sentiments. Personne ne voyait la vérité. Deux personnes issues de mondes différents trouvaient quelque chose de réel dans un monde où tout sonnait faux. Sarah faisait face à ses propres défis. Certains, dans sa communauté, remettaient en question son authenticité, insinuant qu'elle se vendait en collaborant aussi étroitement avec l'argent ancien. D'autres l'avertissaient qu'elle risquait d'être utilisée comme un simple symbole. Je l'observais naviguer ces eaux avec une force remarquable, sans jamais compromettre qui elle était, ni ce qu'elle défendait. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante de spéculation médiatique, elle me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais ce qui est drôle ? Ils sont tellement occupés à chercher ce que nous faisons mal qu'ils ne voient même pas ce que nous faisons bien. Nous leur montrons que l'amour se moque de leur catégorie, de leurs attentes, de leurs limites. Et ça les terrifie. » Elle avait raison, comme toujours. Chaque sourcil levé, chaque murmure, chaque article négatif
tout venait du même endroit. La peur du changement, la peur de voir le monde différemment, la peur d'admettre que l'amour pouvait combler des fossés que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas. On dit que l'amour vous transforme, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il commence par vous déconstruire. À travers Sarah, je commençais à voir mon propre monde avec un regard neuf. Les clubs privés que je fréquentais me semblaient désormais étouffants. Les remarques désinvoltes en réunion de conseil que j'avais toujours laissées passer me restaient désormais en travers de la gorge. Je vivais une infime partie de ce qu'elle avait traversé toute sa vie, et cela me transformait de l'intérieur. Je me souviens du moment où tout bascula. Nous marchions dans son ancien quartier à Chicago. Elle insistait pour que je voie d'où elle venait. Pas de chauffeur, pas de sécurité, juste nous. Elle me montra la bibliothèque où elle avait appris à coder, les petits commerces qui lui avaient donné ses premières chances. Une vieille dame la reconnut et se précipita hors de sa boutique pour la serrer dans ses bras. « Cette fille, » me dit-elle, rayonnante de fierté. Elle a fait en sorte que mon magasin survive, alors que tout le monde nous disait de fermer. C'est notre ange. Ce jour-là, je vis la véritable richesse. Pas dans des comptes bancaires ou des portefeuilles d'actions, mais dans la façon dont Sarah avait construit un héritage en élevant les autres. Elle n'avait pas seulement gravi l'échelle. Elle avait construit un ascenseur et maintenu la porte ouverte pour les suivants. Tandis que moi, je poursuivais mon enrichissement personnel, elle créait de la richesse collective, un impact générationnel. Ma transformation ne fut pas seulement personnelle. Elle affecta aussi tous les aspects de mon entreprise. Je commençais à remettre en question nos critères d'investissement, à défier les hypothèses de notre conseil sur les investissements risqués dans les entreprises appartenant à des minorités. Lorsqu'un de mes associés la qualifia de cas exceptionnel, je répliquai fermement « Son succès n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est notre incapacité à reconnaître et soutenir les talents comme le sien. » Sarah remarqua ces changements, mais n'en tira jamais aucun crédit. Au lieu de cela, elle me poussa à aller encore plus loin. « Être conscient ne suffit pas, » disait-elle. « Il faut être prêt à être inconfortable, à utiliser sa position pour créer un vrai changement. » Et elle avait raison. Je commençais à exploiter mon réseau pour soutenir d'autres entrepreneurs sous-représentés, à lancer des initiatives pour financer des entreprises dans des communautés négligées. Mais le changement le plus profond fut dans ma conception même de la réussite. Sarah m'apprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans ce qu'on pouvait prendre, mais dans ce qu'on pouvait donner. Elle me montra que l'amour, un amour réel, exigeant, qui vous pousse à grandir, ne transforme pas seulement votre cœur, il change votre regard sur tout. Une nuit, après un événement réussi d'investissement communautaire, Sarah me regarda et dit « Tu sais ce que j'aime le plus chez nous ? Nous ne faisons pas que briser les stéréotypes. Nous écrivons une nouvelle histoire. Une où amour, business et impact social peuvent coexister. » À cet instant, je compris que, si j'étais entré dans sa vie en pensant pouvoir l'aider à développer sa vision, c'était en réalité elle qui m'avait aidé à trouver la mienne. Cette transformation ne concernait pas seulement le fait de devenir un homme meilleur ou un entrepreneur plus éclairé. Il s'agissait de comprendre que le véritable changement, en affaires, en société, en amour, commence lorsque l'on a le courage de laisser la vérité d'un autre redéfinir notre réalité. Aujourd'hui, Sarah et moi dirigeons nos entreprises avec une vision commune, mais des approches distinctes. Nous n'avons jamais fusionné nos sociétés. Elle avait raison de préserver son indépendance. À la place, nous avons créé quelque chose de bien plus puissant. Un partenariat qui prouve que l'amour peut non seulement rapprocher des mondes, mais aussi transformer les cœurs et les salles de conseil. Vous nous voyez peut-être aujourd'hui en couverture des magazines économiques, mais pour des raisons bien différentes. Ils ont cessé de remettre en question notre relation et ont commencé à analyser notre impact. The Hayes Marshall Initiative, notre coentreprise, a financé plus d'1 millier d'entreprises appartenant à des minorités. Nous avons prouvé que faire le bien et réussir financièrement ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils se renforcent mutuellement.
Sarah dirige toujours Innovatech depuis cet entrepôt reconverti, même si l'entreprise occupe maintenant 3 étages. Je suis toujours à la tête de Hayes Investments, mais notre portefeuille a radicalement changé. Nous sommes devenus le plus grand investisseur du pays dans les entreprises technologiques fondées par des minorités. Quand on nous demande comment nous faisons fonctionner notre partenariat, Sarah sourit souvent et répond en nous rappelant que nos différences ne sont pas des obstacles, elles sont notre force. Notre histoire ne se résume pas à un milliardaire tombant amoureux d'une femme noire brillante qui a déjoué tous les pronostics. C'est l'histoire de l'amour véritable, celui qui vous rend assez courageux pour remettre en question tout ce que vous croyez savoir. C'est comprendre que parfois, le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'ouvrir votre cœur à des possibilités que vous n'aviez jamais imaginées. La semaine dernière, lors d'une conférence tech, une jeune fille noire a demandé à Sarah comment elle avait su que j'étais différent des autres investisseurs. Sa réponse m'a tiré des larmes. Parce qu'il ne voulait pas me changer. Il m'a laissé le changer. Et n'est-ce pas cela le véritable amour? Il n'exige pas la transformation. Il l'inspire. Alors voici mon message pour vous. Ne laissez pas les attentes de la société dicter qui vous aimez ou comment vous aimez. Le partenariat le plus précieux de votre vie pourrait se trouver là où vous vous y attendez le moins. La personne idéale pour vous pourrait remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Et c'est précisément ce dont vous avez besoin. Regardez au-delà des apparences. Remettez en question vos certitudes. Ayez le courage de laisser l'amour vous transformer. Parce qu'au final, la plus belle réussite ne se mesure pas aux milliards sur votre compte bancaire, mais aux vies que vous touchez et aux barrières que vous brisez, main dans la main, avec quelqu'un qui voit le monde différemment de vous. Notre histoire d'amour continue d'évoluer, de se réinventer et d'inspirer. Et si vous ne retenez qu'une chose de notre parcours, que ce soit celle-ci, dans un monde qui tente sans cesse de nous diviser, l'amour reste la plus puissante des forces de changement. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'un instant, d'une personne pour bouleverser tout ce que vous pensiez savoir et reconstruire quelque chose d'infiniment plus beau à la place.